Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne ? Ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Avec cet épisode, justement, on va lancer un nouveau format où je demande à un ou une eurodéputée de me raconter des histoires, des ressentis, des anecdotes sur son mandat. Je pense que c'est intéressant pour se rendre compte du travail au Parlement, sans que ce soit trop barbant, on est d'accord. On commence avec Damien Carême, qui a bien voulu se prêter à l'exercice. Il a 62 ans, il est eurodéputé écologiste depuis 2019. Avant ça, il a été maire de Grande-Synthe, dans le Nord, pendant 18 ans. Une ville qu'on connaît entre autres parce qu'en 2015, elle a été confrontée à l'arrivée de milliers de réfugiés qui voulaient rejoindre la Grande-Bretagne. Damien Carême a fait construire un camp humanitaire pour faire face à cet afflux avec des sanitaires et des bâtiments pour que les associations puissent travailler. En tant que maire, il a aussi été remarqué parce qu'il a mis en place une politique sociale et écologique ambitieuse. Sa ville a été désignée capitale de la biodiversité. Au niveau de son parcours politique, Damien Carême a d'abord été au PS, qu'il a quitté temporairement en 1992 parce qu'il était opposé au traité de Maastricht. Si vous voulez vous remettre en tête Maastricht, je vous mets les liens vers les 2 épisodes sur le sujet dans la description. Et puis pour le reste, on va laisser Damien Carême nous raconter. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à cette petite interview. Première question, comment on devient député européen et surtout pourquoi ? J'ai été élu maire pour la première fois en 2001, réélu en 2008, réélu en 2014 et en 2014 dans ma tête c'était c'est fini, c'est le dernier mandat parce que je suis partisan du non-cumul de mandats et du non-cumul dans le temps. Et donc j'avais commencé même un certain nombre d'investigations dans différents domaines et il se trouve que j'ai rencontré Yannick Jadot lors d'un forum que j'avais organisé à Grande-Synthe, j'avais invité différents politiques et que Yannick est venu me demander si ça m'intéresserait pas d'être élu sur la liste écologiste pour les élections européennes de 2019. Pour moi, c'était une bonne opportunité parce qu'en fait, j'ai été confronté quand j'étais maire à beaucoup de problèmes qui avaient leur réponse au niveau européen. Notamment, j'ai été confronté à la migration puisque j'avais sur mon territoire beaucoup de migrants qui voulaient se rendre à Calais pour passer en Angleterre. Ils étaient bloqués à cet endroit-là à un moment donné. Et quand j'ai frappé à la porte de l'Europe à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'aide, pas plus qu'au niveau français, mais voilà. Et je m'étais dit, tiens, c'est quand même intéressant de faire comme ça. Après, c'était un territoire industriel. Et je discutais beaucoup avec le patron d'une grosse entreprise qui s'appelle ArcelorMittal sur le Dunkerquois. Et ils font de l'acier et ils polluent énormément, ils émettent énormément de CO2. Et je lui avais dit, quand est-ce que vous changez vos process industriels, etc. On peut pas, ça nous coûterait trop cher, ça nous mettrait en concurrence par rapport déloyal, par rapport à de l'acier chinois, turc, russe, etc. Ce que je peux comprendre. Et là, en Europe, j'ai travaillé au nom des Verts, j'étais le négociateur d'une taxe carbone aux frontières, alors un ajustement carbone aux frontières qui permet de protéger le marché européen en taxant les importations carbone. C'est les premiers dossiers que j'ai eu à gérer ici au Parlement européen au nom du groupe des Verts et c'est en lien direct en fait avec ma fonction de maire pendant 18 ans et donc c'est pour ça que c'est comme ça que j'y suis arrivé, que je voyais l'intérêt à l'époque et que c'est pour ça que j'ai dit oui à Yannick sans hésiter. En fait, vous poursuivez un peu le combat que vous meniez. Voilà, exactement. Sur le plan humaniste, c'est vraiment les mêmes combats à une autre échelle. Et c'est intéressant d'avoir cette vision macro à l'échelle européenne, qui est quand même un gros marché, et avec une connaissance quand même des problématiques que rencontre le monde industriel, les gens, les citoyennes et les citoyens européens. Donc, pour moi, c'est un plus aussi ici au Parlement européen. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes arrivé au Parlement européen? Quand même à la fois une fierté parce que c'est déterminant. On dit que 75% des lois françaises sont en fait des transpositions des règlements européens ou des directives européennes dans la loi française. Donc c'est une lourde responsabilité. Même si j'ai des critiques à faire vis-à-vis de l'Europe, il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui elle est incontournable. Et en même temps une forme d'émotion parce que c'est quand même une institution qui est née au lendemain de la guerre, qui signifie beaucoup, avec des valeurs auxquelles moi j'adhère complètement.
et qui aujourd'hui malheureusement sont bafoués. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe, comment l'Europe se comporte avec les migrants par exemple, et c'est vraiment pour moi à l'opposé des valeurs qui ont fait l'Europe. Et donc mon combat il est aussi pour préserver ces valeurs-là, et donc voilà, il y a tous ces sentiments qui se mélangent à la fois. Dans les autres questions, il y a quel est votre meilleur et quel est votre pire souvenir, s'il y en a un? Le pire, c'est d'avoir perdu à quelques voix près un vote qui portait sur la recherche et le secours en mer. Je crois il manquait 3-4 voix. Et que ces voix, elles manquaient même dans les rangs de notre groupe politique. Alors vous savez, on vote à des jours précis, à des horaires précis, et que des fois il y a des impondérables et que certains ne peuvent pas être là. On connaît pas forcément beaucoup à l'avance les votes qui seront là, qui auront ce jour-là. Et donc ça a été vraiment un gros regret parce que si c'était passé, ça aurait peut-être changé un certain nombre de choses sur le plan sur ce plan-là, au moins en Méditerranée, avec encore ce week-end là, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de disparus en Méditerranée, et donc ça aurait peut-être changé cette face-là. Alors c'est pas encore perdu définitivement, on va peut-être parvenir à quelque chose, mais pas tout de suite. Et là voilà, ça a été pour moi le pire des souvenirs parce que ça s'est joué vraiment à 3-4 voix près sur 700. À l'époque, il y avait encore les Anglais, 754 députés, ça. Un peu dommage. Ça me fait juste, je oui. vous interromps parce que ça me fait penser à une question. C'est vrai que là, on parle de centaines de personnes là depuis le début de l'année et c'est des chiffres. Et en fait, on n'en parle pas tant que ça. Non. Et quand on voit ce qui veut être fait au niveau européen, c'est plus du durcissement. Ouais. Comment vous voyez les choses, vous, de ce côté-là? Ah, pas d'un bon œil. On a adopté le 28 mars dernier, donc il y a quelques jours, les textes du pacte asile-migration. Donc c'est un ensemble. Le pacte asile, en fait, il est composé de 6 textes différents. Le dernier, c'est celui moi pour lequel j'étais négociateur des Verts. C'est sur le pacte asile et migration, la gestion de l'asile et des migrations, ce qui un peu plus large que le règlement de Dublin qu'on connaît bien en Europe depuis un certain nombre d'années quand même, parce que ça fait longtemps qu'il est en œuvre. Et là, on a eu beaucoup de gains par rapport au texte initial de la Commission et encore plus par rapport au texte du rapporteur qui était très mauvais. On a renforcé les critères les critères familiaux, les critères d'études, les critères de maîtrise de la langue, etc., qui permettent au premier pays d'entrée de directement envoyer les personnes dans ces pays-là pour qu'ils soient en charge d'examiner l'asile de ces personnes, et que cette demande d'asile ne repose plus uniquement sur les pays de premier d'entrée, ce qui faisait ces camps innommables à Moria, dans toutes les îles grecques et ailleurs en Italie, et qui faisait aussi en sorte, alors on a obtenu la relocalisation obligatoire pour les gens qui seraient débarqués de secours et recherche en mer. C'est un peu le problème de l'Italie aujourd'hui, qui les refuse. Alors, elle refuse pas complètement parce qu'elle veut pas se mettre à mal avec les textes internationaux sur le transport maritime, mais aujourd'hui, elle fait en sorte que les bateaux qui secourent, ils aillent dans des ports extrêmement loin, donc ils mettent beaucoup de temps, et beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent parce que c'est des bateaux qui consomment énormément de fuel, donc ça augmente les coûts de recherche, donc ça complique les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Italie dit, nous, si on les accueille, on se retrouve à devoir les gérer, et ça devient problématique. Et là, s'il y a une relocalisation obligatoire dans d'autres pays européens dès qu'il y a un débarquement, ça permettra de soulager, du coup, qu'on n'ait plus ce jeu un peu horrible de l'Italie. Donc ce texte, on a décidé de voter pour, et il a été adopté. Tous les textes ont été adoptés, hein. C'est pas parce que nous on s'est prononcé contre ou en abstention, mais ils ont tous été adoptés. Et là maintenant, on va aller sur la phase de négociation avec le Conseil, en espérant, parce que le Conseil, quand même, les États membres aujourd'hui, ils sont pas vraiment accueillants, comme on peut le dire. Donc on espère que la négociation va pas trop dénaturer les textes. Meilleur souvenir? Le meilleur, c'est peut-être l'adoption de mon texte récent, pareil, le même jour, sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, parce que c'est quand même un texte où on a bien négocié pendant près de 2 ans, avec les différents groupes politiques qui avaient des réticences, mais qui est salué aujourd'hui, ce texte tel qu'on l'a bâti au Parlement, par les ONG qui travaillent sur ce domaine-là. Et donc, lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, c'est aujourd'hui, voilà, on se dote de vrais outils performants. Pareil, on va aller au Conseil maintenant, négociation avec le Conseil, en espérant qu'au Conseil, un certain nombre d'États membres ne dénaturent pas trop le texte. Je verrais d'un mauvais œil qu'un gouvernement aujourd'hui
n'aille pas dans le sens de ce qu'on propose, parce que c'est quand même lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La guerre en Ukraine avec le gel des avoirs russes, par exemple, nous a appris beaucoup sur comment c'était détourné, comment l'argent était placé. Donc on a mis dans le texte les parades à ce qu'on a rencontré là contre les Russes. Mais les Pandora Papers avant nous ont montré aussi comment l'immobilier, par exemple, servait à blanchir de l'argent et comment il y avait des choses qui se passaient, par exemple dans les Pandora Papers, on voit que le premier ministre tchèque, Babiš, il y a quelques années, a acheté une villa sur la Côte d'Azur, 14 millions d'euros en liquide. Comment c'est possible? Et pourtant il l'a fait par le biais de sociétés fantômes, etc., etc. Mais ça doit pas être possible. Donc c'est un peu une fierté d'avoir réussi à mener cette négociation et de l'avoir vu voter de manière très très large. Il y a eu quelques abstentions et quelques voix contre, mais de manière très très large. C'était 2 commissions, la commission des libertés civiles et la commission économique qui ont adopté le texte. C'est mon premier texte en plus en tant que rapporteur, co-rapporteur, parce que je suis avec un Finlandais sur ce texte. Mais voilà, c'est une petite fierté d'être arrivé à cela. Et le texte, pareil, le texte sur la réforme de Dublin. Le fait qu'on ait réussi à gommer toutes les lacunes de la commission et celles du rapporteur en mettant plus de solidarité, en retirant les accords possibles avec les États tiers, qui quand même une cochonnerie sans nom. Voilà, ça aussi, mais c'est pas tant une fierté, ça. Je suis content de l'avoir fait, mais ça me paraît tellement normal que ça ne peut pas être une fierté. Mais voilà, c'est au moins on l'a fait, quoi. On a sauvé l'essentiel. Qu'est-ce que vous répondez quand vous êtes par exemple en semaine verte et que vous êtes face à des gens qui savent pas ce que fait un eurodéputé, vous leur dites quoi? Ah mais je me rends compte, ça fait un moment parce que je tourne beaucoup. Moi, comme j'étais maire, j'avais besoin du contact avec les gens. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit à mes équipes, ici, dans cette bulle à Bruxelles, on pourrait vivre jour et nuit sans contact avec personne. Hein. Il y a un pressing, une salle de sport, des restaurants, un coiffeur, un supermarché, on a des toilettes, une douche. On pourrait ne pas sortir. Moi, j'ai besoin d'aller sur le terrain. Donc, je suis ici du lundi au jeudi, en gros, et à partir du jeudi, je pars quelque part en France. On me demande beaucoup d'intervenir, alors soit sur mon expérience en tant que maire écologiste, soit sur les questions migratoires, et de plus en plus sur les questions européennes. Je me suis pris un plaisir, durant la campagne présidentielle déjà, de parler d'Europe. Et en fait, je me rends compte que les gens ignorent tout du fonctionnement de l'Europe. Mais je leur jette pas la pierre. Hein. Moi, maire, je savais pas trop comment ça fonctionnait, cette affaire. Et donc, on fait de l'éducation civique, de l'éducation populaire aussi. Et c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ce dont je me rends compte, c'est que les gens, quand on leur explique, ils sont vraiment en appétence, quoi. Ils adorent qu'on leur parle d'Europe. Avec tout dedans, parce que moi, j'ai pas de langue de bois, donc je dis toutes les difficultés qu'on rencontre. On est 74 verts, donc forcément, sur 704 députés, on peut pas avoir une politique européenne verte. Mais sur tel et tel texte, on a réussi à inclure ça dedans dans le bagarre. Alors oui, c'est pas au niveau qu'on souhaitait nous au départ, mais on fait avancer. Et c'est faire prendre conscience que cette Europe, enfin, si on n'avait pas eu l'Europe, ces dernières années, qu'est-ce qu'on aurait fait à l'époque du Covid? Si on avait été chacun des États membres, ça a quand même été une force qui est venue pour permettre à survivre au confinement, aux entreprises de tenir, de pas devoir licencier tout le monde, etc. Même sur la guerre en Ukraine, sur les questions énergétiques, etc. Comme on coupait le gaz et le pétrole russe, il fallait trouver des alternatives. Alors, on voit bien là les difficultés d'un pays à l'autre, encore des États membres à l'autre. S'il n'y avait pas l'Europe, la petite France toute seule dans son coin, elle n'emmènerait pas large. Et puis on voit bien aujourd'hui les enjeux géopolitiques qu'il peut y avoir à travers le monde entre les grandes puissances, l'Europe. Voilà, si on était tout seul dans notre coin, qu'est-ce qu'on ferait face aux autres puissances et que deviendraient nos entreprises, que deviendrait voilà. Alors je dis tout ça en ayant en tête quand même les problèmes en Europe. Le problème des règles des règles financières, de règles de déficit public, etc., qui sont une grosse erreur à mon sens. La règle d'or européenne, des 3%, des 120% d'endettement public, etc., mais ça tue un certain nombre de choses. Le déraillement grec, c'est parce qu'il y avait plus d'argent public pour entretenir. Et pourquoi il y a plus d'argent public? Parce qu'on a pressé les Grecs à les trois, la BCE, le FMI, etc., à réduire leur déficit public, etc. Donc du coup, il faut bien prendre l'argent quelque part. Et il y avait peut-être des travers en Grèce sur du détournement d'argent ou des choses comme ça, mais quand même, ça reste aujourd'hui quelque chose qui empêche
un certain nombre d'évolutions et que l'Europe devrait être ailleurs. Donc elle n'a pas non plus l'Europe sociale, elle n'est pas présente. Enfin, il y a beaucoup de lacunes à l'Europe aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de bénéfices. Et moi, je le dis, j'étais pas pour cette Europe financière en 92 de Maastricht. J'étais pas d'accord avec ces règles budgétaires qui étaient mises en place à partir de ce moment-là. Et ça me reste toujours. C'est comme l'élargissement à l'Europe. Est-ce qu'il fallait élargir aussi vite, alors qu'on n'avait pas eu le temps, l'Europe, de consolider les acquis européens, avec même un certain nombre de pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, sur les politiques sociales, sur un certain nombre de choses. On a grandi beaucoup trop vite et on voit bien qu'aujourd'hui un certain nombre malheureusement de problèmes viennent de la Hongrie, de la Pologne, d'un certain nombre qui respectent pas l'état de droit, qui n'étaient pas suffisamment mûrs. Alors quand je dis ça, je veux pas punir les populations, c'est les pouvoirs politiques en place qui sont fautifs, mais l'Europe, elle est quand même aujourd'hui nécessaire, elle doit progresser sur un certain nombre de plans, elle doit être beaucoup plus rapide, plus dur sur tout ce qui est transition, parce qu'on n'en prend pas la bonne voie, à mon sens. On est trop timide et on va pas assez vite, même s'il y a des améliorations, on va pas assez vite, mais c'est quand même mieux que si chaque pays partait de son côté. Vous avez envie de rester eurodéputé ? Ouais. On a eu un mandat très particulier. C'est mon premier mandat. On a eu le confinement. Ça a été compliqué. On a pratiquement passé 6 mois en dehors quand on est en dehors. Alors oui, on a vite eu des réunions par Zoom ou les systèmes européens. Le problème, c'est que quand on est par Zoom, on peut pas discuter avec son voisin pour dire attends, j'ai bien compris ça, est-ce que gna et refaire une intervention derrière. Donc c'est extrêmement compliqué d'avoir des réunions de négociation puisqu'on est toujours en train de négocier, même dans nos réunions de groupe, on négocie. Et ça a été une difficulté. Et après, on a eu la guerre en Ukraine qui a quand même bien posé dans tous les domaines de l'énergie, question de défense, mais on n'a pas pour l'instant de compétences dedans, mais ça c'est les questions se sont posées, droits de l'homme, etc. La question de la directive d'accueil temporaire, enfin ça a beaucoup occupé le temps de ce mandat-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi envie de continuer sur des je crois que la migration sera pas réglée tout de suite, que les problèmes économiques et fiscaux, puisque je travaille dans ces domaines-là aussi, et les problèmes énergétiques avec l'hydrogène, c'est pas fini, avec les industries zéro carbone, c'est pas fini non plus, et c'est des champs sur lesquels je suis investi et que j'aimerais bien continuer à m'investir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur Damien Carême et sur son rôle au Parlement. Je le remercie de s'être prêté à ce nouvel exercice. Trait d'Union, c'est 1 voire 2 épisodes par semaine. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite.